Bien, nous voici, deuxième partie de révision pour l'examen de secondaire 2. Je sais qu'il est écrit secondaire 1 ici en haut, c'est pour que vous rappelez, dans la première partie, on parlait du secondaire 1. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie où nous allons parler du secondaire 2. Le secondaire 2, ça a commencé comment? On s'en rappellera, ça a commencé avec la Renaissance. La Renaissance, quand on vient ici, on a ça. Si jamais, bon, c'est sûr qu'on va aller, là, on dit ça, la Renaissance, on va aller voir sur la carte du monde, toujours notre principe de où, quand, comment, qui et pourquoi. Donc, si on va voir où c'était la Renaissance, c'est sûr que c'est en Europe, ici, l'Europe comme ça, mais ça a commencé plus particulièrement ici, en Italie. Pourquoi en Italie? Parce que les gens voulaient revivre la bonne vieille période de l'Antiquité, grecque et romaine. On avait ça ici, donc l'Antiquité grecque et romain. Et là, on a eu chute du Moyen-Âge, le retour des villes, la bourgeoisie. On traverse donc notre secondaire 2, c'est ici. On va avoir un nouveau concept qu'on appelle l'humanisme, où l'humain apprend à penser, réfléchir par lui-même. On va avoir un gars très marquant ici qui s'appelle Martin Luther. Martin Luther, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, on s'en vient ici comme ça. Il va critiquer énormément la société religieuse, ce qui fait en sorte que lui, il était contre la vente d'indulgences, si on vient ici. Fait que vraiment, lorsqu'on parle de dissension entre les grands penseurs, et pourtant, lui, c'était un moine, il était dans la religion, mais lorsqu'on parle de les divergences entre le clergé et les grands penseurs de la Renaissance, c'est vraiment les indulgences qui, dans le fond, étaient un pardon monétaire. On devait donc payer pour se faire pardonner un péché qu'on avait commis ou un manquement aux règles religieuses. Fait que Martin Luther, lui, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contester ça. Il va dire que ça n'a pas d'allure, que la religion, c'est personnel et qu'on n'a pas besoin de payer pour ça. Fait que c'est vraiment une des raisons. C'est en gros ce qu'il faut retenir dans ce chapitre-là. Bien sûr, il faut aussi retenir, comme je disais tantôt, le concept d'humanisme. Mais vous voyez, ça amène un renouvellement, pas seulement dans la pensée, mais aussi dans les arts, la religion, ainsi que les innovations techniques. Si on parle, bon là, c'est pas vraiment une innovation technique, mais c'est quelque chose d'immense lorsqu'on parle de changement. Si on s'en vient ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir, bougez pas, c'est pas ici qu'il faut venir, là, ça va être ici. Vous voyez? C'est vraiment la Terre et le système solaire. Lorsqu'on va parler de la Terre et du système solaire, on va se rendre compte que la Terre est ronde, alors qu'avant, on croyait qu'elle était plate. Et en plus, ben, on a une augmentation. On avait Ptolémée dans le temps, qui lui disait que la Terre était le centre de l'univers. En avançant, donc à la période de la Renaissance, on a le Polonais Nicolas Copernic qui, lui, va nous arriver puis il va dire que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, la Terre devient simplement une planète. Fait que de la théorie géocentrisme qu'on avait ici, que la Terre était le centre de l'univers, on va arriver avec une théorie héliocentrique ou héliocentrisme qui nous dit que la Terre tourne autour du Soleil. Et ça va être renforcé, c'est un petit peu plus loin, par Galilée. On n'a pas besoin de savoir qui dans ce cas-ci, mais juste de savoir qu'est-ce qui est arrivé. Donc, on a une nouvelle façon complètement d'imaginer le monde, alors que le Soleil est le centre de l'univers, alors qu'avant, c'était la Terre. C'est un peu ce qu'ils vont nous parler à l'examen. Nous avons aussi, bon ben, ce sera pas long, la médecine et mathématiques, il y a tous ces changements-là. Et on arrive maintenant dans les nouvelles innovations. La caravelle ici, la caravelle va remplacer l'ancienne galère phénicienne. Pourquoi? Parce que excusez, ça fait beau, la personne elle éternue pendant qu'elle donne son cours, je m'excuse. Donc, la caravelle, qu'est-ce qui va arriver? La caravelle, comme on disait, remplace la galère phénicienne. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir comme nouveau principe?
mais c'est qu'on a la coque beaucoup plus arrondie qui est capable d'épouser les vagues lorsqu'on s'éloigne de la côte, lorsqu'on va en haute mer. Et on a aussi ce qu'on appelle les voiles latines. On a des voiles qui sont mobiles, qui vont mieux capter les vents. Ça, c'est des très, très, très grosses innovations. On a aussi, là, je ne l'ai pas ici, mais on a l'imprimerie. Donc, on a eu des changements dans les mathématiques, dans la médecine. Ici, un philosophe et un mathématicien. Je n'ai pas de dessin, mais on a aussi l'imprimerie avec un monsieur Gutenberg qui était un Allemand. Donc, l'imprimerie, ça va venir révolutionner complètement les façons de diffuser les documents. Fait en gros, c'est un peu ce qu'on a dans ce chapitre-là. Si on vient ici, là, j'avais ma ligne du temps historique. Donc, la Renaissance, c'était ici. Vous n'aurez pas nécessairement de date à retenir, mais c'est que ça commence un petit peu. Ça chevauche deux périodes, le Moyen-Âge et les temps modernes, mais c'était vraiment plus de 1300 à 1650. Il y a des fois que c'est 1300 à 1700, c'est à peu près ça. Donc, les indulgences, le changement par rapport au système solaire et les innovations techniques, l'imprimerie, le bateau avec la coque arrondie, les voiles et le gouvernail des tambours sont des gros, gros, gros changements. Allons-y donc avec le deuxième chapitre qui s'appelle les grandes explorations. Si on vient chercher ça ici, les grandes explorations, vous voyez, qui vont nous amener la découverte de l'Amérique. Fait qu'on a les Turcs qui ont bloqué le passage. On doit donc partir vers l'ouest pour une nouvelle route. Finalement, on va se rendre compte avec le temps qu'on va découvrir un nouveau continent. Fait qu'encore une fois, ben, les innovations techniques avec la caravelle, les coques arrondies, les voiles triangulaires mobiles et le gouvernail de tambour aident beaucoup. Et lorsqu'on décide finalement de lancer des grandes explorations, ben, qu'est-ce qu'on fait? Oh, là, on a des motivations. Ici, on parle beaucoup, beaucoup de qui. Ça fait qu'on a le roi ou les rois et la reine en Espagne, c'était une reine. Fait que les motivations, agrandir leur territoire, obtenir des richesses. De leur côté, les marchands, ben, ils voulaient faire du profit, bien évidemment. Trouver des épices et de la soie, parce qu'avant, c'est ce qu'on faisait. Bon, même si on est passé vers l'ouest, on veut ça. Finalement, avec le temps, on va essayer de trouver de l'or. Bon, on a Jacques Cartier qui va penser qu'il a trouvé de l'or. Finalement, c'était de la pyrite et du quartz. Mais c'est ce qu'on voulait. Le pape et les gens du clergé, ben forcément, ils veulent agrandir leur religion, ainsi que freiner l'expansion musulmane. Et les capitaines de caravelle, ils veulent s'approprier de nouvelles richesses, se couvrir de gloire et partir à l'aventure. C'est ce qu'on avait ici, en gros. Le commerce triangulaire ici, donc de l'Europe vers l'Afrique, vers l'Amérique, et on ramène des produits en Europe. Qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça va donner, dans le fond, qu'on va apporter des Noirs en Amérique. Pourquoi on est obligé d'emmener des Noirs d'Afrique? C'est parce qu'au départ, les relations entre Européens et Autochtones, qui vont devenir les Amérindiens lorsqu'on va découvrir l'Amérique. Donc, la relation était très, très bonne. On s'échangeait des cadeaux. On avait de très bonnes relations. Et finalement, avec le temps, ça va complètement s'envenimer. Ça va complètement se briser, ces belles relations-là. Rapidement, même, je dirais. Ce qui fait en sorte que les populations autochtones, ben, eux autres, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont être repoussés vers des terres. Il y en a qui vont être exterminés. On n'a qu'à penser ici aux Aztèques, aux Mayas et aux Incas. Eux autres vont être complètement anéantis et exterminés. Fait que c'est un peu ce qui va arriver dans ce chapitre-là. Troisième chapitre, Révolution américaine ici. Qu'est-ce qui se passe dans la Révolution américaine? Bon, ben, dans le fond, qu'est-ce qu'on a? On a les Britanniques qui voulaient forcer les colonies américaines à ne pas aller, ben, ils ne forçaient pas, ils leur interdisaient d'aller vers l'ouest. Ensuite, on va leur imposer des taxes. Ensuite, on va les obliger à héberger des soldats britanniques, ce qui fait en sorte que là, vraiment, là, ça va pas bien. Et les colonies se sentent, à un moment donné, ils se sentent devenir une nation. Avec le temps, ben, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une guerre.
Mais avant la guerre, il y a des petites manifestations, des petites manifestations qui sont quand même assez grosses. On a tout d'abord le massacre de Boston. Vous pourrez lire ça ici en bas en pesant sur pause, comme je dis, pour sauver du temps. Mais en gros, les soldats britanniques ont entendu des bruits de verre. Ils s'imaginaient qu'il y avait une grosse révolte. Ils ont tiré dans la foule 5 morts. Ensuite, le Boston Tea Party, très important pour la ville de Boston. En gros, là, encore une fois, vous lirez pour faire ça vite, mais c'est des colons américains qui se sont déguisés en Amérindiens et qui ont lancé tout près de 350 caisses de thé à l'eau. Donc, tout ça fait en sorte que la situation s'envenime. Et les Américains, eux autres, les colonies américaines, qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était devenir un pays parce qu'ils se disaient qu'il y avait besoin des 3 valeurs importantes. Liberté, égalité, justice, comme on dit souvent. Ce qui fait qu'ils voulaient devenir un pays. Et là, finalement, ils vont, finalement, je dis souvent finalement, là, mais pas encore, ils vont y aller avec une déclaration d'indépendance, et cette déclaration d'indépendance-là va mener éventuellement à un pays comme on le connaît aujourd'hui. Il va y avoir des petites modifications avec le temps, mais ça va ressembler à ça. Le 4 juillet 1776, déclaration d'indépendance. La guerre avait pourtant commencé en 1775, les révoltes en 1770 et même avant, en 1763. Fait que c'est un long processus. Il faut être capable de mettre des événements en ordre. Fait qu'exemple, le Boston Tea Party en premier, qui est comme un élément déclencheur. Oui, il y a eu le massacre de Boston avant, mais Boston Tea Party. Ensuite, il va y avoir des congrès pour voir ce qu'on fait là, avec le pays. Déclaration d'indépendance. Et il va y avoir après ça poursuite de la guerre, bataille de Yorktown qui est dans les dernières. Début d'un pays. Il va y avoir des événements là, à situer. Là. Fait que vous regarderez ça ici. Donc, Boston Tea Party. Bon, les réactions du Parlement, vous pourrez peser sur pause. Lac de Québec. Ici, les réactions des colonies. 2e congrès, 3e congrès, la proclamation d'indépendance. C'est un petit peu ça. Fait que amusez-vous de ce côté-là. Allons-y avec la ligne du temps de la révolution industrielle. Fait que ça ici, encore une fois, révolution industrielle, on est rendu dans la période contemporaine. Les gens quittent les campagnes, se dirigent à la ville. L'industrialisation et les conditions ouvrières. Fait que à quoi ça ressemble? Ben, ça ressemble ici à ça. Vraiment un gros changement dans la façon de faire, dans les processus de fabrication. Avant, on avait un atelier avec un forgeron qui travaillait lui-même. Dans les années 1800 et 1850, on va avoir quoi? On va avoir une usine et un travail à la chaîne. Et de nos jours, industrie de l'automobile. Industrie de l'automobile, c'est le dessin, mais dans le fond, c'est de la robotisation qu'on a. C'est beaucoup d'usines robotisées. Fait que gros changement entre la première image et la deuxième. Et beaucoup de changements aussi entre la deuxième et la troisième. Si on revient dans notre ligne du temps, qu'est-ce qu'on avait? On voit ça ici. Les conditions ouvrières vont être tellement mauvaises qu'il va y avoir des manifestations, des révoltes. Les gouvernements vont devoir faire quelque chose pour empêcher la bourgeoisie de trop exagérer, ce qui fait en sorte qu'on va avoir un mouvement de syndicalisation, le syndicalisme. Les syndicats deviennent très importants. C'est un peu, en gros, les choses à retenir. Si on s'en vient ici, théorie d'industrialisation, vous l'avez vu comme ça. On a le charbon qui est la nouvelle source d'énergie qu'on va se servir pour les machines à vapeur, très important. Vous voyez, industrialisation comme ça, des fonderies, des métiers à tisser dans des usines, c'était très dangereux. On faisait travailler des femmes, des enfants, il y avait des accidents. C'est un peu ce qu'on parle ici. Et le chapitre numéro 5, nous avons la colonisation intensive de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe dans cette colonisation intensive de l'Afrique-là? Encore une fois, on a des motivations. Pourquoi on veut faire ça? Fait qu'on a des motivations qui sont de nature économique. Si on vient voir ici, là, on va mieux voir. Vous voyez, motivation économique. Plein de matières à faible coût. Ça augmente le nombre de consommateurs.
les industries d'Europe vont fonctionner encore plus et on investit sur un autre continent. Le deuxième, motivation politique, ça ressemble à ce qu'on a fait en Amérique. Pression démographique, on va envoyer des gens s'établir en Afrique. C'est pour ça qu'on a encore plein de pays, plein de langues dans ces pays-là africains, parce qu'ils vont complètement être acculturés. Hein, ils vont complètement devoir adopter la culture européenne. Et lorsque les Européens vont retourner en Europe, ben c'est très, très difficile pour certains pays d'Amérique de se structurer et d'être capable de fonctionner. Il y a beaucoup de corruption. Les peuples ont été obligés d'adopter la langue, la culture, même la monnaie à certains endroits. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile pour ces peuples-là. Fait que vous allez avoir des questions dans ce genre-là. Ensuite, on a quoi? On a les motivations stratégiques ici, renforcer la puissance du pays. Et on a aussi des motivations idéologiques. Toujours le même principe, c'est-à-dire transmettre la religion. Et là, même ici, on y allait grave. Là, on disait qu'il fallait transmettre le progrès à des peuples qui étaient situés en dessous des Européens. C'était très, très, très raciste. Mais c'est un peu ce qu'on disait, l'acculturation. Voilà, ça c'était le module 5. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc j'ai essayé de faire ça vite. Encore une fois, vous pouvez réécouter. N'oubliez pas, vous avez la partie 1 et la partie 2. Voilà, c'est terminé. Bougez pas, on éteint ça. À la prochaine. Bonne chance dans votre examen.